Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche El Farouk Soumanou. Il est membre du bureau politique du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Il est le deuxième secrétaire exécutif national adjoint de la dite formation politique. Il est candidat aux élections législatives dans la 13e circonscription électorale. Notons que sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï, il a été directeur adjoint de l'Office de gestion des stades du Bénin au JSB. Il a été directeur général du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des sports. Sous le régime de l'ancien président Mathieu Kérékou, il a été chef de cabinet civil. Bonjour à vous, Farouk Soumanou. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Merci infiniment. Chers amis internautes, avec lui, nous parlerons des enjeux de la participation du parti politique FCBE aux élections législatives de janvier prochain. Il nous donnera son opinion sur le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Il nous dira également ce qu'il pense de l'augmentation des salaires en République du Bénin. Et en fin d'émission, il nous dira un peu ce qu'en est aujourd'hui ses relations avec l'ancien président Thomas Boniaï. Bonjour à nouveau, Farouk Soumanou. Bonjour, cher ami. Alors, dites-nous, quelle appréciation portez-vous d'entrée de jeu déjà sur le processus électoral en cours au Bénin? Bien, d'abord, merci aux téléspectateurs et aux internautes. Pour revenir à votre question, je dirais simplement que le processus électoral se passe assez bien. Parce que contrairement à ce que nous avons vu par le passé, notamment en 2019, je crois que le processus actuel est inclusif et tout se fait de manière plus ou moins transparente, avec une Sénat qui essaie d'associer les partis politiques à chaque étape du processus électoral. Donc je peux dire que tout se passe assez bien. Tout se passe assez bien. Alors, le jeudi dernier, il a été présenté aux formations politiques le bulletin unique. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez eu à noter des observations? Non, je crois que les observations qu'on pouvait noter ont été signalées au cours de la séance et ont été prises en compte par la Sénat. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons fait entre-temps le tirage au sort qui nous mettait dans une position centrale et très stratégique. Signe, n'est-ce pas, d'une prochaine victoire à ces élections-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. Je crois que la Sénat a pris en compte nos observations et certainement va intégrer ces corrections-là pour que nous ayons un bulletin unique avec le logo FCBE et comme cela est présenté dans nos statuts. Dans vos statuts. Alors, lorsque l'on y voit de près aujourd'hui, vous êtes en liste avec d'autres formations politiques. Il y a les formations politiques de la mouvance présidentielle, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, avec lesquelles vous avez été aux élections communales passées. Aujourd'hui, il y a d'autres formations politiques en jeu, notamment les démocrates, que beaucoup estiment que vous devez redouter. Alors, dites-nous, quelle est la particularité de FCBE aujourd'hui? La particularité de FCBE, d'abord, c'est que FCBE est le parti phare. C'est le parti qui a ouvert le chemin à tous les autres. C'est le parti qui a compris très tôt qu'en politique, il faut savoir s'adapter, n'est-ce pas, à celui qu'on a en face. C'est le parti qui a compris en 2019 qu'il ne fallait pas faire une opposition va-t-en-guerre et qu'il fallait, n'est-ce pas, à défaut d'avoir les moyens de combattre le régime en place, qu'il fallait avoir l'intelligence qu'il faut pour participer aux différentes élections. C'est le parti qui a compris qu'en démocratie, la seule manière, n'est-ce pas, d'arriver au pouvoir, c'est de passer par les urnes. Et c'est le seul parti, le premier parti qui a compris qu'en matière de démocratie, dans un état de droit, il faut discuter, il faut négocier, il faut le consensus. Et donc, par rapport à ça, je crois que FCBE se réjouit aujourd'hui de constater que, contrairement aux autres élections, il y a au moins 7 partis politiques. Et c'est la présence et la décision du parti FCBE de prendre part aux élections qui a suscité un engouement, n'est-ce pas, chez les autres partis qui rapidement ont compris qu'il fallait se mettre au pas et qui ont donc suivi, n'est-ce pas, le chemin tracé par le parti FCBE. Par le parti FCBE. Est-ce que vous redoutez les démocrates? Non, nous ne redoutons pas les démocrates. Au contraire, leur présence nous réjouit, je viens de le dire, pour la simple raison que, vous savez, le parti les démocrates est constitué de personnes que nous connaissons très bien. J'allais dire, nous nous connaissons en détail, jusqu'au détail près. Donc, il ne nous inquiète pas parce que, qu'ils vous souviennent que lorsque nous avions pu le récépissé en 2019, nos amis aujourd'hui de l'opposition qui sont membres du parti Les Démocrates
non seulement avait démissionné, mais le président d'honneur d'alors avait fait un communiqué formel pour interdire au parti FCBE d'utiliser son image lors des communales. Malgré ça, nous avons eu 264 conseillers. Donc ceux-là qui sont sortis, qui ont manifesté leur choix malgré l'opposition de l'ancien président d'honneur et des actuels leaders du Parti des démocrates, sont toujours là avec nous. Ce n'est pas les militants du Parti démocrate qui ont porté leur choix sur la liste FCBE lors des communales. Ce n'est pas non plus les militants des démocrates qui ont porté leur choix sur notre duo que nous avons présenté à l'élection présidentielle. Au contraire, je peux vous dire que lors des communales, non seulement le parti FCBE était en face des blocs de la mouvance, mais nous avons eu à affronter également ceux-là qui se réclament du Parti des démocrates, qui ont fait campagne contre nous. Malgré cela, nous avons pu sortir la tête de l'eau. Donc leur présence ne nous inquiète pas, parce qu'au-delà de ce que je viens de dire, vous savez, FCBE est constitué de leaders que nous appelons des gestionnaires de fief. Lorsque nous étions ensemble dans la grande famille FCBE d'alors, les responsables aujourd'hui du FCBE étaient ceux qui faisaient l'ancien FCBE dans leur fief. Quand vous prenez la 13e circonscription électorale auquel j'appartiens, à l'époque, quand on était ensemble avec les amis des démocrates d'aujourd'hui, celui qui faisait la force du FCBE dans la 13e circonscription, c'est le ministre d'État Alassane Soumana Djimba, qui s'est fait élire 2 fois député à l'Assemblée nationale, qui a été ministre d'État. Donc aujourd'hui, il est FCBE et je ne pense pas que tous ceux qui le soutiennent puissent l'abandonner. Évidemment, tout le monde ne peut pas être là. Il y a des gens qui viennent, qui partent, des gens qui ne sont pas patients. Mais je dis, les leaders du FCBE ne sont du tout pas ébranlés par l'arrivée des démocrates. Au contraire, leur arrivée montre que, contrairement à ce qui avait été dit en 2019, quand nous avions décidé de prendre part au dialogue politique, leur participation veut simplement dire que nous avons eu raison. Évidemment, les gens n'ont pas le courage de dire publiquement « Ah, les amis du FCBE ont eu raison », mais aujourd'hui, les preuves sont là. Puisque en 2019, où on allait au dialogue politique, où on a décidé d'aller au communal par la suite, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? 5 ans, c'est 5 ans. On ne discute pas avec un dictateur, mais on a discuté avec lui. On a négocié avec les directeurs qui sont soumis aux impôts. On a soumis ces dossiers à la Cour constitutionnelle pour aller aux élections législatives. Qu'est-ce qui a changé? Aucune loi n'a changé. Donc FCBE est un parti éclaireur. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Aussi bien les partis que vous, journalistes, vous devez vous bomber le torse. Le parti FCBE mérite même d'être décoré. Parce que sans nous, ça aurait été la catastrophe. Et c'est parce que nous sommes là, que nous avions été chefs de file de l'opposition, que ça a suscité un peu, n'est-ce pas, de l'engouement, de l'envie. Les gens se sont dit, ah non, pourquoi eux, pourquoi pas nous? Nous aussi, on va aller, on est plus fort qu'eux. Bon, maintenant, le 8 janvier, on saura qui est qui. Le 8 janvier, on saura qui est qui. Alors, deux petites questions très rapidement. Vous avez dit, vous avez conduit le lead de l'opposition en étant chef de file de l'opposition. Que répondez-vous au sarcasme d'Avani qui estime que le chef de l'État, Patrice Talon, n'aurait pas d'attention à l'égard du secrétaire exécutif national, Paul Hongpè, qui est le chef de file de l'opposition? Non, je crois qu'effectivement, sur le plan des conditions ou des avantages liés au poste de chef de file de l'opposition, cela n'a pas été encore effectif. Le chef de file de l'opposition a été nommé par décret, mais ensuite, il devait y avoir un décret qui organise, n'est-ce pas, ce poste-là, avec un certain nombre d'avantages prévus d'ailleurs par la loi. Mais jusqu'à ce jour, ces avantages-là n'ont pas été attribués. Donc, vu sur ce plan, on peut dire que le président de la République n'a pas encore satisfait à 100%. Mais déjà, moi, je pense que c'est déjà bien de féliciter le fait qu'au moins, il y ait la nomination d'un chef de file de l'opposition. Ce n'était pas le cas. Depuis plusieurs années, on en parlait, depuis le temps de Général Mathieu Kérékou. C'est un pas qui est fait. On va simplement demander au chef de l'État de mettre en application la loi en faisant en sorte que ça soit avec le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition actuel, qu'un autre, si à la suite des législatives... Après 2023, ça va être rebattu. Ça va être rebattu, il n'y a pas de problème. FCBE n'est pas du tout inquiet. Le titre de chef de file de l'opposition, c'est un titre ronflant, c'est un titre, bon, ça donne des avantages, des privilèges peut-être protocolaires. Mais en dehors de ça, il ne s'agit pas d'un chef de file de l'opposition. Il s'agit d'avoir un parti qui est bien assis, d'avoir des structures bien organisées, d'avoir des militants fidèles et de gagner des élections, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du pouvoir. C'est ça qui est le plus important.
Donc nous espérons que c'est une première expérience et que d'ici là, le chef de l'État prendra les dispositions nécessaires pour que vraiment le poste de chef de file de l'opposition soit vraiment une réalité dans les faits. Alors, certaines langues estiment que le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE est un démembrement de la mouvance présidentielle. Appelons un chat un chat. Donc, estiment que vous n'êtes pas de l'opposition et que vous serez peut-être dans un deal avec le président Talon. Oui, bon, ceux qui le disent, c'est pas d'abord si c'est eux qui ont le pouvoir de dire qu'il y a de l'opposition. Secondo, je ne sais pas les éléments et les faits qui amènent les gens à dire que nous sommes un démembrement de la mouvance. Est-ce qu'un parti qui a un démembrement de la mouvance, qui a eu 7 maires et qui aujourd'hui reste 3 maires, cette mouvance va lui dénicher 4 maires. Sur les 264 conseillers, cette mouvance va lui arracher près d'une centaine de conseillers. N'est-ce pas? Est-ce que ce parti-là est un démembrement de la mouvance? La mouvance dont on parle a déjà 70 mairies sur 77. Malgré ça, ils sont allés nous arracher encore 3 maires. Est-ce que FCB est un parti de la mouvance et en deal lorsque le décret d'application du chef de l'opposition, du chef de l'office de l'opposition n'est pas signé? Est-ce que FCB est en deal avec la mouvance alors qu'aucun membre du bureau politique, aucun leader de FCB n'a été promu à un poste de responsabilité? Alors que même dans l'administration, nous avons des leaders du FCBE qui pouvaient occuper des postes techniques, mais on les a privés de cette nomination parce que simplement ils appartiennent au parti FCBE. Est-ce qu'au regard de tout ça, on peut dire que FCBE est en deal avec la mouvance? Si c'est le fait d'avoir participé aux élections, d'être allé au dialogue politique, alors tous ceux-là aujourd'hui qui participent aux élections, ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont en deal. Vous avez vous suivez un peu ce qui se passe. Nous avons vu les conditions dans lesquelles certains partis ont été, n'est-ce pas, cooptés pour aller à ces élections législatives. Vous faites allusion à quel parti politique là? Non, suivez mon regard. Je n'ai pas besoin de nommer qui que ce soit. Vous savez de quoi je parle. Il y a un parti qui, pour aller aux élections législatives, a dû faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Alors que les délais étaient complètement partis. Un parti qui a estimé avoir déposé une nouvelle liste, alors qu'au moment du dépôt de cette liste, personne n'a été au courant. Personne n'a été au courant qu'il y a une dernière liste qui a été déposée. Mais subitement, on apprend devant la Cour constitutionnelle qu'il y a une dernière liste qui a été déposée. On voit également, à l'issue de tout, de la liste de ce parti-là, que des leaders qui sont en règle vis-à-vis du fils et qui étaient partis pour être candidats ne sont pas candidats. Pourquoi? Ils sont passés où? Alors même qu'au moment où nous on prenait le récépissé, c'est ce qu'on nous a reproché. On nous a reproché le fait d'avoir extirpé M. Djenotin, M. Komikoutié et M. Kodjo Simplice, de les avoir sortis du bureau politique du parti juste pour avoir le récépissé. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui ont disparu de certains partis, personne n'en parle. On nous avait aussi reproché en disant, mais ils sont allés au communal, ils ont trouvé les moyens où? Aujourd'hui, vous voyez, il y a 7 partis politiques qui vont aux législatives. Des partis même qui sont dirigés par les agents permanents de l'État. Aucun, même vous, journalistes, vous n'avez même pas demandé s'ils ont trouvé 163 millions. Mais si c'était FCBE, on leur dit, alors ils sont en deal. Ils n'ont pas l'argent, ils ont trouvé. Alors que FCBE, à l'époque, contenait des anciens ministres, des anciens députés, deux anciens ministres d'État, qui, quoi qu'on dise, ont quand même le minimum pour survivre et qui ont contribué à ce qu'on participe. Aujourd'hui, tout se passe comme si de rien n'était. Mais ces partis-là, leur demandaient. Voici, ils ont trouvé les 163 millions, les 7 partis. Vous savez, où sont partis certains candidats annoncés avec force sur la liste de certains partis politiques? Si vous posez cette question, donc si le FCBE était en deal ou en complicité avec le gouvernement, donc tous ces partis-là alors sont en deal et en complicité avec le gouvernement. Et alors, ça veut dire que nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'ancien président Thomas Bouni-Yahyi? Bon, vous savez, le président Bouni-Yahyi, c'est un papa pour moi. Moi, pendant les 10 ans où il était au pouvoir, moi, je pense que je dois le remercier. Je dois le remercier parce qu'il a fait ma promotion, nous avons de très bonnes relations. Mais après, je crois qu'après les 10 ans, la lecture, n'est-ce pas, de la situation politique n'était pas la même. Nous avions estimé plutôt, surtout après son enfermement pendant 52 jours, nous avons estimé qu'il fallait changer de stratégie, n'est-ce pas, en discutant avec le régime en place, en participant aux élections. Parce que jusqu'à ce que le président Bouni-Yahyi soit gardé 52 jours chez lui, nous étions dans une opposition de force, de revendication. On avait vu le président Bouni-Yahyi qui était descendu à Dantopa et autres. Alors, mais lorsqu'il a été gardé chez lui pendant 52 jours, sans qu'aucun Béninois ne sorte la tête, sans qu'aucun chef d'État de la sous-région ne dise un mot,
nous avions estimé, nous qui sommes restés du parti FCBE actuellement, de changer de gagnant. Nous n'avons pas été compris, nous n'avons pas été suivis par le président Boni Yayi, qui non seulement a démissionné de la présidence d'honneur, mais nous a interdit, n'est-ce pas, d'utiliser son effigie au cours de la campagne, alors même que nous l'avions servi pendant 10 ans. Vous vous rappelez, j'étais le leader du groupe qu'on appelait les Fous du Roi, sur les affaires ICC, les affaires d'Aïnvo. Tous ceux-là aujourd'hui qui soutiennent le président Yayi, qui sont autour de lui, qui osait sortir pour faire une déclaration? Les images sont là, au niveau des chaînes de télévision. C'était nous, les Fous du Roi. Donc on s'est donné pour le président Yayi. Donc le moment était venu pour lui aussi de nous rendre l'ascenseur. Même nous n'avons pas été compris, mais je crois qu'aujourd'hui, lui-même a été obligé de rencontrer le président, de dialoguer avec lui, de discuter avec lui, d'être promu comme représentant de la CDA au niveau de la Guinée. En principe, le président Boni Yayi, avec le recul, devait dire « Ah, mes chers enfants, c'est vrai, vous avez eu raison avant, venez ensemble, on va continuer à travailler. » Bon, mais il est le seul à savoir comment il voit les choses. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Nous avons été fidèles à Yayi pendant 10 ans. Nous avons pris l'engagement sur 10 ans. Les 10 ans sont terminés. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. C'est, n'est-ce pas, de renouveler la classe politique, d'assumer notre carrière politique et d'avancer vers des lendemains meilleurs. Est-ce que vous lui en voulez aujourd'hui? Moi, je ne pourrais pas dire qu'on lui en veut, mais je regrette simplement qu'il ne nous ait pas compris. Au moment de la crise, quand il est revenu de l'extérieur, je pense que nous nous sommes beaucoup bagarrés. Je vous rappelle qu'à l'issue, n'est-ce pas, du dialogue politique, les poursuites qui étaient engagées contre le président Yayi ont été stoppées. Ça faisait partie de ce que nous avons exigé, n'est-ce pas? Et à l'époque, une soixantaine aussi de détenus politiques avaient été libérés. Moi, mon seul regret, c'est que le président Yayi n'ait pas eu confiance en nous, ait douté de notre bonne foi, ait douté de notre stratégie. Et c'est tout. Sinon, moi, j'ai toujours du respect pour lui. Je continue de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Mais est-ce que vous avez tenté de le convaincre à l'époque? Si, on a eu des réunions. Vous avez suivi, on a eu des réunions, on a eu même un accord. Il a réussi à un moment donné à réconcilier les deux ailes, ce qu'on peut appeler les deux ailes. Ça, c'est avant même la création du Parti des démocrates. Les deux ailes ont été réconciliées. On s'est même entendu pour aller aux élections communales, vous vous rappelez. On a déposé une liste commune. Et c'est après la validation de la liste par la Sénat que le président Yayi a démissionné, tout simplement parce qu'il a estimé que certains auraient été écartés de la liste qui a été validée finalement au niveau du FCBE. Sinon, on peut même dire que les conseillers actuels qui sont élus sous la bannière du parti FCBE, moi je peux dire en toute honnêteté que c'est des conseillers FCBE démocrates. Puisque c'est ensemble que nous avons fait la liste. Vous prenez les conseillers de la 14e circonscription, par exemple électorale, tous ont été proposés par Nouréni Achadi, qui est aujourd'hui démocrate. Donc on était dans une année. Mais certains proches du président lui ont fait une autre lecture, ont estimé qu'il fallait organiser un congrès et débarquer Paul Humpé, parce qu'il ne serait pas normal que Paul Humpé, qui était le 5e adjoint au secrétaire général national, devienne le secrétaire général national et qu'il soit chef de file de l'opposition. Bon, en fonction de la confiance qu'il a envers ces gens-là, il les a suivis. Et donc voilà, le groupe est divisé. Sinon, aujourd'hui... Est-ce que vous, durant toute cette période de crise, oui. Pardonnez cette petite digression, Oui. Est-ce que vous avez émis des doutes à l'endroit de Paul Humpé? Non, aucunement. C'est nous qui l'avons proposé à ce poste-là. Il était certes 5e secrétaire national adjoint. Nous avons estimé que c'est lui qui doit être là. On l'a mis. Nous l'encadrons, nous sommes avec lui et puis nous travaillons. À aucun moment, en tout cas jusqu'à présent, nous n'avons aucun doute sur l'honnêteté, le dynamisme de Paul Humpé. Donc je crois qu'il conduit bien la barque. C'est vrai que les gens ne l'ont pas vu venir. Et vous savez, cette histoire, parfois, les propos que les gens tiennent contre le FCBE, ce n'est pas parce que le parti a fait quelque chose. C'est souvent des problèmes de personnes. À l'époque, les gens n'étaient pas d'accord qu'on dise que le 5e adjoint soit devenu secrétaire exécutif national. Donc il y avait un problème de personnes. Les gens disaient, mais pourquoi Paul Humpé? Pourquoi Paul Humpé? Mais aujourd'hui, je crois que vous-même vous le constatez. Il a pris du galon, il a pris, n'est-ce pas, de l'ampleur. Il essaie, avec nous à côté de lui, de diriger ce parti-là vaille que vaille. Et nous espérons que nous arriverons à bon port. Alors, mais aujourd'hui, certains estiment qu'il n'est pas très présent sur la scène politique. On ne le sent pas très vivace sur les sujets d'actualité politique. Il y a des faits, des événements sur lesquels on aurait espéré avoir un son de cloche du chef de file de l'opposition pour qu'il puisse valoriser ce qu'il incarne, mais c'est le statu quo. Oui, je crois que le comportement du chef de file de l'opposition est un comportement qui lui a été imposé par le bureau politique du parti FCBE. Parce que dès le départ, nous avons été clairs.
que nous ne voulons pas faire une opposition va-t-en-guerre, que nous voulons faire une opposition modérée. Nous voulons être dans la peau d'une opposition qui discute avec le régime en place pour voir les solutions à apporter. Nous voulons être dans la peau d'une opposition, n'est-ce pas, qui prône le consensus, mais pas une opposition qui appelle les gens dans la rue, qui appelle les gens à manifester. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que les événements qui sont très importants, le chef de file de l'opposition a toujours réagi. Ce que les gens veulent que sur tout événement, on ne peut pas réagir sur tous les événements en désordre. Et est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez en mémoire que lors d'un événement, d'un événement important, vous avez tendu votre micro au chef de file de l'opposition et qu'il a refusé de répondre? La preuve est que moi, je suis son adjoint. Et dès que vous m'avez invité ce dimanche matin, pour me prononcer, j'ai répondu présent. Malgré mon calendrier chargé et mon état de santé, je suis arrivé à répondre à votre invitation. C'est-à-dire que si vous estimez que le chef de l'office de l'opposition doit se prononcer sur un sujet qu'il n'a pas fait, il a de votre devoir, en tant que quatrième pouvoir, de lui tendre le micro. Et s'il refuse de se prononcer, là, vous pouvez faire des commentaires. Mais nous avons pris donc l'option de ne pas faire de l'agitation, de ne pas faire de tapage, et de réagir quand il faut réagir, quand c'est nécessaire. Quand la réaction peut vraiment apporter quelque chose, nous le faisons. Vous le faites. Alors aujourd'hui, vous êtes en compétition électorale. Alors, qui sont vos véritables adversaires sur la scène politique? C'est les blocs de la mouvance. C'est le BR et l'Union progressiste, c'est le MOEL Bénin et c'est l'UDBN. C'est nos principaux adversaires sur le terrain aujourd'hui. Parce que nous sommes de l'opposition et donc notre vocation est, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du pouvoir. Nous avons été soumis à un parlement monocolore pendant 4 ans. Et nous estimons qu'il faut changer les choses. Il faut que le Parlement soit gouverné autrement. Il faut que l'opposition fasse son entrée, n'est-ce pas, au Parlement. Malheureusement, le nouveau statut, les nouveaux tests, les réformes qui ont été engagées par le président Talon ne permettent pas des alliances. Sinon, je suis sûr que malgré nos divergences, l'opposition aurait pu mettre en place une forte alliance pour affronter la majorité présidentielle actuelle. Donc pour nous, FCVE, nos cibles, nos adversaires, ce sont les partis de la mouvance présidentielle. Les 4 là. Mais parmi les 4, lequel vous craignez plus? Écoutez, nous ne craignons aucun des partis. Parce que, vous savez, j'allais vous dire que, encore une fois, que nous nous connaissons. La majorité des militants ou des responsables de BR et de l'UP sont les anciens membres de l'Alliance FCVE d'alors, qui, avec l'arrivée du président Talon, ont su retourner rapidement leur veste pour se repositionner. Ce qui était de bonne guerre, puisqu'il y a un régime qui est passé. Moi, je ne leur en veux pas. C'est leur droit absolu, lorsque un président finit son mandat de 10 ans, de se repositionner. Moi, j'ai eu à me repositionner aussi. J'ai été le chef de cabinet du président Kérékou quand il est parti et qu'il n'était plus candidat à rien du tout. Le président Bouni est arrivé et je me suis rapproché de lui. Il m'a identifié parmi des gens qui pouvaient l'accompagner et j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Et quand il a fini, il n'est plus éligible, c'est normal que je puisse me repositionner. Donc ceux qui sont repositionnés vers le président Talon, moi je ne leur en veux pas. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous ne craignons personne. Nous ne craignons personne. C'est vrai que pour les autres élections, nous étions peut-être 3, FCBL, 2 blocs, maintenant on est 7. Et donc la compétition va être rude. Et elle sera rude pour tout le monde. Parce qu'il s'agit d'avoir les 10% sur le plan national pour prétendre les sièges. Et il est clair aujourd'hui que tous les 7 partis politiques en liste ne peuvent pas avoir les 10%. Donc si nous avions un combat à faire, si nous devons craindre quelque chose, c'est ne pas avoir les 10%. Et nous travaillons d'ailleurs pour ça, puisque nous avons déjà donné la preuve au communal, à la présidentielle, nous avons eu plus de 11%. Alors que vous vous souvenez ici, hein, nous avons connu de grands hommes politiques qui, à leur première participation aux élections présidentielles, n'ont même pas eu 8%. Le président Amoussou et Humbedi à l'époque n'ont pas eu. Notre duo a eu au moins plus de 11% à la dernière élection. C'est déjà quelque chose. Même si nous pensons que nous allons pu mieux faire ou que nous avions mieux faire, mais ça a été la décision qui est sortie et nous l'acceptons. Mais quand vous dites que tous les 7 ne peuvent pas avoir les 10%, vous faites allusion à quoi? Non, mais écoutez, je ne fais pas allusion à quoi que ce soit. C'est que vous imaginez qu'avec l'électorat que nous avions, avec la cartographie politique de notre pays, il est clair que ce serait compliqué. Que les 7 partis aient 10%, ça je doute fort. C'est une analyse personnelle. Peut-être que politique, oui. On regarde mon expérience politique, oui, j'espère que vous voyez combien de partis politiques il n'y aura pas plus de 4. Il n'y aura pas plus de 4. Il n'y aura pas plus de 4. Alors aujourd'hui, vous participez aux élections législatives. Quel est l'élément de langage avec les populations?
Bon, je crois que d'abord, dans le cas de ces élections-là, nous avions au niveau du parti FCV produit 2 documents. Le premier que nous avons effectivement intitulé « Éléments de langage pour les législatives » et le second qui est le programme de législature. Et donc, si vous avez suivi ces derniers temps sur le terrain, nous avons envoyé des équipes qui parcourent tous les arrondissements, évidemment, pour faire des communications au niveau de nos structures décentralisées et déconcentrées sur les éléments de langage qu'il faut tenir et sur le programme de législature. C'est un document assez volumineux, je n'aurai pas la prétention de faire une exposition, mais l'élément de langage, c'est d'abord se référer à ce qu'est la mission d'un député à l'Assemblée, qui est, n'est-ce pas, le contrôle de l'action gouvernementale, n'est-ce pas, et le vote des lois. Et donc l'élément de langage, c'est de démontrer aux populations que le Parlement qui vient, n'est-ce pas, de siéger, n'a pas su bien jouer ces rôles-là, n'a pas su bien faire le contrôle de l'action gouvernementale, parce que la plupart, l'ensemble des députés qui sont là sont des soutiens du gouvernement, de montrer aussi qu'il y a beaucoup de lois chrysogènes, des lois qu'il faut améliorer, en commençant par le code électoral, par le système partisan, les lois sur le droit de grève, et en mettant un peu l'accent sur certaines lois qui vont le plus favoriser le social. Donc c'est ça l'élément de langage, et montrer également aux populations que dans une démocratie, il faut forcément au Parlement qu'il y ait une mouvance et une opposition, parce que le Parlement en lui-même devait être, n'est-ce pas, une institution de contre-pouvoir. Et dès lors que se retrouvent au sein de ce Parlement des députés d'une même tendance, ce n'est pas de nature à vivifier la démocratie, à permettre, n'est-ce pas, un débat réel. Donc voilà un peu résumé les points sur lesquels nous allons mettre l'accent, et ça fait l'objet d'un document sur ces éléments de langage et également le programme de législature. Mais lorsqu'on y voit de près, le président Patrice Talon, par exemple, la semaine dernière, a eu à effectuer son discours sur l'état de la nation. Oui. Vous l'avez suivi, d'ailleurs, comme tout acteur politique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, sur le discours du chef de l'État, d'abord sur la forme, il n'y a rien à dire sur la forme, parce que c'est un discours qui respecte, n'est-ce pas, la Constitution. C'est une obligation constitutionnelle qu'il a eu à respecter. Il l'a fait devant le Parlement, donc sur la forme, il n'y a pas de problème. Mais sur le fond, je crois que le chef de l'office de l'opposition s'est prononcé déjà sur le fond. Il a dit ce qu'il pensait. Et en militant discipliné que je suis, dès lors que le premier chef du parti s'est prononcé sur ce discours, il a estimé que c'était un discours plus politique, un discours qui apparaissait comme un discours de campagne pour favoriser les partis, n'est-ce pas, proches du chef de l'État. Et un discours également qui contient beaucoup de dispositions qui ont l'air d'être considérées comme du saupoudrage. Donc, dès lors que le chef de l'opposition, le premier chef de mon parti s'est prononcé sur ce discours, je n'ai pas d'autre langage à tenir. Donc, je dois m'en tenir à ce qui a été dit pour dire que le discours du chef de l'État sur la forme, c'est bien, mais dans le fond, c'est un discours d'abord qui contient beaucoup de promesses, n'est-ce pas, et qui contient beaucoup d'éléments également qui apparaissent comme étant des éléments pour favoriser ces deux blocs par rapport aux législatives qui s'annoncent. Par rapport aux législatives qui s'annoncent. Selon vous, pourquoi le chef de l'État voudrait favoriser ces deux partis? Ah ben c'est normal que le chef de l'État favorise. Vous savez, le chef de l'État a son programme d'action. Et il y a beaucoup de points de ce programme d'action dont l'exécution, n'est-ce pas, nécessite l'accompagnement du Parlement. Et donc le chef de l'État, c'est normal qu'il veuille avoir la majorité au Parlement pour faciliter un peu sa gouvernance et finir en beauté les quelques années qui lui restent dans son second mandat. Donc c'est normal. Et ce n'est pas propre au régime actuel. À l'époque, sous le président Yahi, nous nous sommes toujours battus. Nous avons eu les deux élections législatives qu'il y a eu sous le président Bouni Yahi. La mouvance s'est battue, on a toujours été majoritaire. Donc c'est une loi naturelle. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est international. Tout régime qui est en place a tendance, n'est-ce pas, à vouloir, n'est-ce pas, gagner les élections. Et donc, le chef de l'État qui est au pouvoir met tout en œuvre pour que ses proches, ceux qui le soutiennent, puissent, n'est-ce pas, s'en sortir. Mais je peux dire que cette fois, ça va être très difficile pour la mouvance présidentielle, parce que le parti FCV, de toutes les façons, l'opposition de façon générale, pour ce que je sais, s'organise bien. Et bien que nous ne soyons pas dans une alliance ou bien dans un creuset, je peux vous dire que l'opposition se bat actuellement pour avoir la majorité au Parlement. Alors, lorsque vous parlez que l'opposition majoritairement, quelles sont vos relations aujourd'hui avec les démocrates? Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Nouri Nachali, par exemple, qui était
un ancien camarade? Si c'est de façon personnelle, il n'y a aucun souci. Parce qu'on se rencontre, hein, les réunions convoquées par la Sénat, on se voit. Même en réunion, Noureddine Achadé, il est de la 14e, il est du même département par exemple que moi, on se salue. Eric Mbete, c'était un ami de vieille date. Quand on se voit, il n'y a pas d'animosité. Mais vous devez comprendre, quand on est en politique, chacun essaie donc de défendre sa tanière. Donc ne soyez pas surpris que les uns et les autres envoient des pics, hein, juste pour protéger, n'est-ce pas, pour valoriser son parti politique. Sinon, il n'y a pas de relation d'animosité, non. Voilà, on est deux partis politiques de l'opposition. Eux, ils ont été caractérisés pendant longtemps comme étant une opposition, n'est-ce pas, radicale. C'est comme ça, eux-mêmes, ils se présentent. Nous avions dit que nous étions une opposition modérée. Donc, voilà. Donc, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est la conquête du pouvoir, c'est de faire en sorte que l'opposition puisse récupérer le pouvoir. Mais eux, ils estiment qu'il faut aller donc, avec force, avec vigueur. Nous, on dit qu'il faut aller de manière douce et intelligente. C'est tout. C'est tout. Alors, aujourd'hui, vous dites que dans le discours du chef de l'État, il y a beaucoup de promesses. Qu'est-ce que vous pensez de cette dite promesse-là, si elle s'avérait être effective? Alors, mais moi, je pense que si les promesses qui ont été faites se réalisaient, mais ce serait une bonne chose. Seulement, je reste sceptique. Pourquoi vous restez sceptique? J'attends de voir. J'attends de voir parce que vous avez vu un peu la promesse sur l'augmentation de salaire. Voilà, justement. On l'avait attendu un peu plus tôt, mais finalement, c'est venu en décembre. Pour que ça soit d'abord en décembre, il a fallu aussi que les syndicats insistent un peu, fassent appel à la magnanimité du président de la République pour qu'en Conseil des ministres, ça soit accepté. Sinon, pour ce que nous avions appris, c'était pour 2024. Alors qu'au moment où on l'annonçait, tout le monde s'attendait déjà au début de l'année 2022, vers la moitié de l'année, on s'attendait vraiment que les bonnes nouvelles tombent, mais ça a mis du temps. Donc, vous savez, je suis dans le milieu politique, ça fait longtemps. J'ai travaillé avec le président Kérékou, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on veut. Mais après, la réalisation, c'est autre chose. Voyez-vous, le président de la République, quand il y a quelques années, qui parmi nous savait que le Covid viendrait? Le Covid est arrivé. Le Covid, personne ne pouvait prévoir que le Covid viendra créer des dégâts, n'est-ce pas? La guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, personne ne pouvait s'imaginer que ça viendrait. Donc, moi, je dis, c'est de bonnes promesses. Maintenant, il faudra que le gouvernement mette tout en œuvre pour réaliser ces promesses. J'attends de voir, parce que les promesses politiques, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, lorsque l'on parle toujours de la gestion du président Patrice Talon, qu'est-ce que vous, institut personnel, vous pensez de ça? Non, depuis avril 2016 à aujourd'hui, il a eu quand même mené des actions. Oui, que pour vous, tout est noir? Non, vous savez d'abord, en tant qu'opposant, il n'est pas de mon devoir de relever ce qui est bien. Oui, mais mon devoir en tant qu'opposant, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Pour ne pas qu'on estime que... Non, l'honnêteté dont vous parlez, est-ce que la statue de l'Amazon, c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas propre au régime actuel. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais vous dire par là que tous les régimes qui sont passés à la tête de notre pays, ils ont eu à faire quelque chose. Donc le président, Patrice Talon aussi, a eu à faire des choses. Mais au même moment aussi, par rapport à tous les régimes qui sont aussi passés, il y a toujours des choses qui restent à travers de la gorge, n'est-ce pas? Notamment un certain nombre de réformes. Mais est-ce qu'il y a eu sur ce régime-là des réformes inédites que vous, de loin, vous avez quand même appréciées? Non, il n'y a pas de réforme inédite qui nécessite de ma part, n'est-ce pas, des applaudissements ou une réjouissance particulière. Moi, je pense que chaque régime qui vient à son programme, à sa vision. Le président Talon est venu avec sa vision, il met sa vision en place. Et donc, il y a des réformes qui sont en place. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser ces réformes-là évoluer. Bah, moi, ce que je peux quand même, comme vous incitez, saluer, c'est vraiment la réforme au niveau du système partisan qui est partiellement satisfaisant. Parce que au moins, partiellement, oui, parce qu'au moins, on est passé de 200 partis politiques aujourd'hui à une dizaine. Vraiment, parce que pour un petit pays comme le Bénin, où on avait 200 partis, 455 mouvements, aujourd'hui, au moins sur ce plan-là, il faut saluer la chose pour dire que c'est une bonne réforme. Et quand je dis partielle, c'est qu'au même moment, elle n'est pas complète. Vous avez vu, la transhumance, le problème de la transhumance politique n'est pas réglé. Des conseillers, des gens qui se font élire sur la liste d'un parti politique et qui, en plein mandat,
n'est-ce pas, démissionne et rejoint un autre parti politique. Ou bien, comme vous l'avez vu, lors de l'installation des mairies, il y a eu des lois interprétatives qui ont été prises en plein processus, où on a refusé toute alliance entre le parti FCVE et les blocs. Donc, il y a de ces petites choses. En plus, vous avez vu aussi, dans la constitution des dossiers, le système partisan, le code électoral, les tracasseries subies au niveau de la direction des impôts. Donc, il y a de ces petites choses-là qu'il faut encore corriger, qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a une satisfaction partielle en ce qui concerne, n'est-ce pas, la réforme, par exemple, du système partisan. Donc, moi, je pense que nous sommes un pays en voie de développement. Le président de la République, c'est un capitaliste, il fait un peu du capitalisme sauvage. Et donc, moi, je pense que peut-être en atténuant un peu son capitalisme et en faisant en sorte que, n'est-ce pas, les retombées puissent atteindre correctement les populations, je crois que quand lui-même le souhaite, peut-être sera-t-il porté en triomphe à la fin de son mandat. À la fin de son quinquennat. Alors, merci pour l'honnêteté. Dites-nous, lorsqu'on y voit le point tout à l'heure, vous avez déploré les débauchages de vos militants, de vos élus également. Alors, on en dénombre tout à l'heure 3 de maires qui ont été débauchés et près d'une centaine de conseillers. Alors, comment vous avez à combler ce vide-là? C'est quand même grand. Parce que derrière chaque leader politique enlevé, c'est également des centaines de personnes ou d'électeurs. Oui, c'est pas tout à fait vérifié au niveau de certains élus. Oui, il y a des élus qui sont partis avec quelques électeurs, mais il y a aussi des élus qui sont partis seuls, n'est-ce pas? Comment nous comblons ce vide? Bon, c'est ce que je déplorais tout à l'heure. C'est un perpétuel recommencement. À chaque fois que nous avons des gens qui démissionnent, nous essayons de puiser dans le reste des militants qui sont là pour procéder à leur remplacement. Ces derniers temps, vous avez vu, par rapport aux élections législatives, il y a eu quelques départs et nous avons engagé une tournée qui s'est achevée le week-end dernier où nous avions procédé simplement au remplacement de ceux qui sont partis. C'est déplorable parce que nous nous rendons compte qu'en réalité, il n'y a pas de militantisme dans notre pays. Les gens ne sont pas militants. Les gens, bon, ils rentrent dans les partis politiques pour certains intérêts et quand ces intérêts-là ne sont pas là, ils préfèrent tourner, n'est-ce pas, dos et rejoindre le parti où ils pensent avoir, n'est-ce pas, l'intérêt qu'ils n'ont pas eu ailleurs. Donc moi, je pense que nous sommes sereins. C'est des choses quand même qu'il faut corriger. Et nous espérons que ça fait partie également de notre programme de législature. Quand nous serons à l'Assemblée, nous allons nous battre pour que vraiment une loi soit votée par rapport à la transhumance, pour qu'un élu, quelqu'un qui est élu sur une liste, reste jusqu'à la fin de son mandat. Ou alors, s'il décide, n'est-ce pas, de démissionner, il devrait pouvoir perdre son mandat électif, se faire remplacer par son suppléant. Si ce n'est pas le cas, s'il est parti avec son suppléant, comme c'est le cas de nos conseillers à Copargo, il faudra que l'État soit en mesure de reprendre l'élection dans la circonscription électorale concernée afin qu'on puisse voir, on puisse élire d'autres conseillers. Voilà, donc je crois qu'il y a des corrections à apporter et nous espérons que cela va se faire. Quel est l'objectif aujourd'hui que vise FCBE pour 2023? Notre objectif d'abord, c'est d'avoir un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas donner ici un chiffre, mais nous voulons avoir un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Nous allons nous battre, mais je peux vous dire que nous-mêmes, nous sommes conscients qu'il va être très difficile pour le parti FCV à lui tout seul de prétendre avoir la majorité. Nous espérons que les autres partis de l'opposition qui sont maintenant en lice vont également se battre afin que au Parlement qui sera issu de l'élection de janvier 2023, l'opposition soit majoritaire pour pouvoir contrôler le Parlement. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez être majoritaire au regard de la composition des partis politiques de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain? Oui, écoutez, c'est possible. On sent quand même que vous êtes un peu CSR et réaliste. Non, oui, c'est possible. Est-ce que vous pensez que l'opposition pourrait être majoritaire? Oui, l'opposition peut être majoritaire. Nous pouvons être majoritaire parce que vous voyez déjà ce qui se passe entre les deux blocs. L'opposition va profiter de la guerre acharnée entre les deux blocs pour s'en sortir. Parce que vous constatez qu'ils ne se font pas de cadeaux. D'accord? Et nous allons surtout nous baser sur, n'est-ce pas, les failles du régime actuel, n'est-ce pas, les insuffisances. Nous allons nous baser sur les difficultés que vivent les populations, n'est-ce pas, pour prendre le dessus. Parce que nous, notre proposition ou notre vision est de proposer autre chose, de faire mieux, n'est-ce pas, que les députés de la 8e législature, de faire mieux le contrôle de l'action gouvernementale, de faire mieux, de faire voter de meilleures lois qui puissent permettre, n'est-ce pas, aux populations de mieux vivre. Voilà, donc par rapport à ça, je pense que l'opposition telle qu'elle est organisée aujourd'hui
même s'ils ne sont pas dans une alliance, même s'ils ne sont pas ensemble, cela est possible. Cela est possible, mais ça va être difficile. Et c'est quand une compétition est difficile qu'elle est agréable. Et nous restons sereins. Vous restez serein. Est-ce que vous restez serein aussi par rapport à l'obtention des 10%? Oui. Certains sont sceptiques. Ils estiment qu'on regarde des départs, des démissions de part et d'autre. On regarde la nouvelle donne que représentent les démocrates avec, selon certains analystes, les émiettements de voix qui sont effectués par certains partis politiques, puisque vous voyez déjà 4 seuls qui ont partagé le bulletin. Ils estiment qu'il vous serait difficile d'obtenir les 10%, déjà que l'ancien président Bouniaï, qui jouit d'un capital politique, dit que les démocrates ont toute sa bénédiction. Oui, écoutez, nous on n'est pas du tout inquiets. Hein. Je vous ai dit au début de cette émission que juste là, FCB n'a pas eu le soutien des autres partis de l'opposition qui sont là actuellement. Et donc, les 10%, les 15% que nous avons eu au communal et les 11% que nous avons eu à la présidentielle, c'est vraiment nos militants. Et pendant que vous parlez des départs, c'est que vous ne parlez pas des arrivées. Il y a eu des arrivées. Il y a eu des gens qui ont démissionné, n'est-ce pas, des autres partis politiques également, qui ont rejoint, n'est-ce pas, FCBE. Vous savez, FCBE, c'est le parti le plus craint. Il est craint par la mouvance, il est craint aussi par les autres partis de l'opposition. Vous allez voir, il y a des partis qui ne pourront pas faire campagne s'ils ne mettent pas l'effigie de quelqu'un sur les affiches. Vous ne verrez pas FCBE mettre l'effigie d'un ancien président avec quelqu'un pour aller. Il y en a, s'ils ne le font pas, ils n'auront même pas de voix. Nous sommes déjà allés au communal où on nous a interdit d'utiliser l'effigie de l'ancien président. Et malgré ça, nous avons eu plus de 10%. Nous avons eu 15%, plus de 15% au communal. Avec interdiction ferme d'utiliser le logo. Avec une campagne sauvage pour nous dire que nous avions trahi le président Yaya Boni. Alors, si le président Yaya Boni revient aujourd'hui, en quoi ça nous inquiète? Quand nous avons eu 15%, les gens avaient déjà dit que nous l'avions trahi. Les gens nous ont dit que nous avons vendu le parti, que nous l'avons exclu du parti, alors que c'est lui-même qui a démissionné. En 2021, pour la présidentielle, le Parti démocrate avait des candidats qu'ils ont positionnés. Et pourtant, quand leurs candidats ont été arrêtés, et ça, c'est l'un des points noirs du régime, et je pense que le président va nous entendre et faire intervenir, n'est-ce pas, son bon cœur pour que tous ceux-là qui sont gardés en prison, Joël Aïwo et consorts, on puisse trouver la formule, et qui a Madougou, on puisse trouver la formule vraiment de la libérer, parce que nous sommes des enfants d'un même pays, il faut que la paix et la tranquillité reviennent dans ce pays. Donc, malgré toute cette situation, en 2021, nous sommes allés, nous avons eu plus de 11%. Pourquoi voulez-vous que nous soyons inquiets? C'est ceux qui viennent d'arriver, qui disent qu'ils sont les vrais partis de l'opposition, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, un défi, celui de montrer qu'ils sont plus forts que FCBE. Et ça, on le saura. Déjà sur le financement public, jusqu'en 2026, aucun des partis de l'opposition ne pourra nous dépasser. Parce que nous avons déjà une avance. C'est que nous avons 264 conseillers. Vous savez que devant la loi, même si les conseillers démissionnent, on considère qu'ils sont du FCBE et c'est sur la base du nombre de conseillers que nous avons le financement public. Et aucun d'entre eux ne peut dire aujourd'hui que FCBE n'aura pas 10%. Ils savent que nous aurons 10%. Ce qu'ils calculent maintenant dans leurs états-majors, c'est de savoir le nombre de députés que nous pouvons enlever. Ils savent que nous serons présents au Parlement. Donc c'est aux autres partis de l'opposition qui n'étaient pas aux autres élections de relever le défi, non seulement d'avoir 10%, mais aussi d'avoir. Parce que l'élection, il ne faut pas que les populations se trompent. Ce n'est pas une élection présidentielle. À l'issue de l'élection de janvier, le président Talon ne part pas. Il ne faut pas que les gens aillent tromper les populations pour croire qu'en votant pour tel là, le président Talon va partir. Le président Talon est là jusqu'en 2026 dans son fauteuil. Ici, il s'agit d'élections législatives. Il s'agit de voir dans les circonscriptions électorales le visage des fils qui sont ressortissants des circonscriptions électorales, qui sont capables d'aller parlementer, qui sont capables de faire des débats, qui sont capables de défendre les intérêts. Et au niveau des FCB, nous avons déjà fait nos preuves. Les populations nous connaissent. Et je vous ai dit, avec les démocrates dont vous parlez, nous nous connaissons. C'est-à-dire qu'ils ont des fiefs. Il y a des zones où nous sommes conscients que les démocrates peut-être prendront le dessus. Ça, il faut être honnête. Lesquels, par exemple? Non, je ne vais pas me mettre à citer. Quand même, nous sommes en campagne électorale. Je suis un homme politique. Je vais pas. Mais il y a des zones aussi, eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent tout faire. FCBE sera largement en tête. Est-ce qu'ils vont vous ébranler dans votre circonscription électorale? Non. Non. Mais je ne suis pas Dieu. Vous savez, au Bénin, comme je dis souvent, demain appartient à Dieu. Moi, je suis sûr que dans notre circonscription électorale, la 13e, nos adversaires, je vous ai dit, c'est les blocs de la mouvance, parce que eux, ils ont tous les ministres, ils ont tous les députés, ils ont tous les DG, ils ont fait un bloc, alors que nous n'avions que 2 sièges. 2 sièges.
C'est-à-dire, en dehors du siège réservé à la femme, il y a 2 sièges. Donc, le combat va être rude. Et donc, nous nous sommes concentrés sur les 2 blocs de la mouvance. Quant aux autres partis de l'opposition, dans la 13e, nous ne sommes pas trop inquiets. Mais c'est le peuple qui décide. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait jamais. Quelle que soit l'issue de ces élections, moi, je peux vous dire, au niveau du FCB, nous sommes sereins. Parce qu'il y en a qui pensent que la politique, là, c'est une fin en soi. Il y en a qui pensent que beaucoup vivent de la politique. Il y en a qui ne savent pas qu'en dehors de la politique, il y a autre chose. Moi, pendant tout le temps de mon cursus politique, les gens ont toujours pensé que je vis de la politique. Moi, je suis un agent permanent de l'État. D'accord? En dehors, n'est-ce pas, de l'activité politique que j'ai commencé depuis le collège, bien avant la conférence nationale des forces vives de la nation, j'étais lié dans les mouvements, avec les communistes et consorts, de tout mon parcours. Ok? Moi, j'ai d'abord mon travail qui me permet de survivre. La politique vient en second. Faire la politique, pour moi, c'est de contribuer à l'animation de la vie politique, au développement de mon pays. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas du tout inquiets au niveau des FCB. S'il arrivait qu'à l'issue des élections législatives, il y a un parti de l'opposition qui a plus de députés que nous, nous allons les applaudir. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire à tous les partis de l'opposition, nous devons éviter, nous devons savoir, nous les partis de l'opposition, les 3 qui sont en liste, que nos adversaires, c'est la mouvance. Parce qu'il y en a, je ne vais pas citer, mais il y en a des partis de l'opposition qui, curieusement, dans cette pré-campagne-là, leur cible, c'est un autre parti de l'opposition. Et je me demande alors où est-ce que nous allons. Si un parti de l'opposition doit attaquer l'autre, nous sommes la vraie opposition, les autres sont les faux. Vous êtes la vraie opposition et vous allez négocier. C'est la Cour constitutionnelle qui vous ramène. Vous êtes la vraie opposition et dans tout ce que vous faites, si vous ne mettez pas la photo de quelqu'un sur vos affiches, vous n'êtes pas sûr d'avoir des voix. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, opposition vraie, modérée, dure, nous devons savoir que c'est l'opposition. Point. Et nous devons éviter, n'est-ce pas, de s'attaquer entre nous. Moi, je serais très content si le MPL ou les démocrates avaient 10, 15 députés, ou maintenant les députés plus que le FCB. Au moins, je serais rassuré. Parce que nous ne disons pas que les autres sont la fausse opposition. Nous reconnaissons qu'ils sont de l'opposition. Il faudra qu'ils reconnaissent que le FCB a été le parti phare. Le parti qui s'est réveillé à 4 h du matin, alors qu'eux, ils se sont réveillés à 10 h. Il faut reconnaître ça. Le reconnaître, ce n'est pas de la faiblesse. Reconnaître que le FCB a vu juste, a tracé le chemin, ce n'est pas de la faiblesse. Mais je dis encore une fois, nous nous connaissons. Nous nous connaissons très bien. Et de façon générale, les gens, quand ils font des commentaires, ils ne savent pas ce qu'ils vous lisent avec les différents leaders. Quand les gens se mettent, par exemple, à attaquer les responsables de FCVE par rapport à leur relation avec Boni Yahi, personne, aucun d'entre eux, ne peut dire le type de relation qu'il y a entre le président Boni Yahi et chacun de nous. Mais le président Boni Yahi, lui aussi, en son fond intérêt, il sait individuellement ce qui nous lie. Aujourd'hui, c'est bien de voir des gens qui s'agitent, qui font, après avoir combattu le président Yahi Boni, après avoir contribué à voter des lois chrysogènes, c'est heureux de voir que c'est eux aujourd'hui qui font l'apologie des choses-là. Nous, nous sommes fiers. Quand nous avions pris le récépissé, nous sommes allés au dialogue politique, on nous a dit que nous étions des vendus. Mais aujourd'hui, je constate que les gens sont même fiers de brandir le récépissé définitif. Le récépissé définitif que tous les partis ont eu. Mais il y en a qui sont fiers de brandir ça. Et ils ont eu le récépissé définitif de qui? Du président de la Sénat, M. Saka Lafia. C'est ce même président de la Sénat qui était au ministère de l'Intérieur quand on nous avait demandé de reprendre le congrès pour avoir, n'est-ce pas, le récépissé d'enregistrement de parti. On a dit, les gens ont dit non. Mais c'est des mains de ce même personnage que les gens ont reçu le récépissé définitif et qu'il, n'est-ce pas, présente comme un trophée. Vous avez vu FCB exhiber son récépissé définitif de dépôt de ce dossier? Non, c'est ça la différence. Pour nous, c'est du folklore. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes dans une opposition douce, mais intelligente. Parce que lorsque vous n'êtes pas fort là, il faut être malin. Et c'est ça le leitmotiv du parti FCB. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans votre caméra et vous adresser à vos militants FCB, puisque vous êtes un haut responsable, un responsable exceptionnel du parti Foscori.Bénin émergent, également à vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que c'était vous qui étiez l'invité. Chers amis, d'abord, chers téléspectateurs et chers auditeurs, chers internautes, je commencerai d'abord par dire que si au cours de cette émission, j'ai eu à tenir des propos qui ont pu vexer
les uns les autres. Je commence déjà par m'en excuser. Je voudrais vous dire que je ne l'ai pas fait de manière volontaire. Donc je me suis exprimé librement, j'ai dit ce que je pensais. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aux militants du parti FCE. Chers militants, l'heure est grave. L'heure est grave parce que notre démocratie est en train de dandiner. Aujourd'hui, nous, FCBE, nous avons tracé la voie à tous les partis de l'opposition. Ils sont là maintenant pour compétir avec nous. Nous sommes contents, mais nous ne devons pas oublier que nous avons l'obligation de nous battre. Nous avons l'obligation de montrer au cours de cette élection que nous sommes la meilleure formation politique. Nous sommes le parti politique qui a vu juste, le parti politique de l'espoir, le parti du peuple qui veut un parlement du peuple pour le peuple. Éviter les provocations, surtout envers les partis de l'opposition, évitons tout accrochage. Nous sommes tous de l'opposition. Que l'on soit dur, que l'on soit radical, c'est l'opposition. Gardons à l'esprit que nous devons tout faire pour que l'opposition, dans son entièreté, soit majoritaire au Parlement. Quand nous y serons, nos petites divergences, nous allons les régler. Donc, parcourez hameaux, villages, quartiers de ville, tous les coins et recoins, et expliquez aux populations, à vos proches, à vos parents, que le meilleur choix pour les prochaines élections législatives, ce serait, n'est-ce pas, le COI. Merci à vous, El Farouk Soumanou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité sur le processus électoral actuellement en cours au Bénin, il a fait savoir que ce processus se déroule assez bien, il est inclusif et transparent, tout se passe assez bien, a-t-il martelé. Selon lui, le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE, le parti phare, il a compris en 2019 qu'il ne fallait pas faire une opposition va-t-en-guerre. C'est un parti qui a compris qu'il fallait s'adapter avec le président de la République actuelle, car en démocratie, on discute, on négocie et on obtient le pouvoir par les urnes. Il se réjouit de la participation du Parti politique des démocrates aux élections législatives de janvier prochain. Il a fait savoir que le parti FCBE a obtenu 264 conseillers lors des élections communales de 2020. Les valeurs morales et les performances sur le plan politique du ministre d'État Alassane Soumane Djimba ont été évoquées et vantées sur ce plateau. L'invité a fait savoir que le parti FCBE est un parti éclaireur et qui mérite d'être décoré d'ailleurs même lorsqu'il faisait allusion aux facteurs chrysogènes de la crise de 2019 et également en 2020. Pour lui, par rapport à ceux qui estiment que le parti serait en deal avec le pouvoir de la rupture, pour lui, est-ce que le parti pourrait être en deal avec le pouvoir de la rupture et que les partis de la mouvance leur arracheraient 3 maires, que les partis de la mouvance leur débaucheraient près d'une centaine d'élus conseillers et qu'il n'y aurait pas eu la prise ou l'application du décret par rapport au chef de file de l'opposition, Paul Hongpei, qui est le premier responsable du parti FCBE, que le parti serait en deal avec la mouvance, alors que le parti n'a aucun cadre qui soit nommé à un poste de responsabilité, bien que le parti comporte plusieurs cadres dans l'administration publique. Il a eu à émettre des commentaires sur le processus qui a conduit à l'inclusion dans le processus électoral actuellement en cours du parti politique Les Démocrates. Lorsqu'il a été interrogé sur ses relations actuelles avec l'ancien président Thomas Boniaï, il a fait savoir que Boniaï est un père, il le remercie pour l'avoir promu. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes probantes par rapport à sa collaboration avec l'ancien président Thomas Boniaï. Il regrette qu'il ne les ait pas compris. Paul Hongpei conduit bien la barque jusqu'à présent. Il n'a pas trahi, a fait savoir le deuxième secrétaire exécutif national adjoint du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent. Pour lui, le comportement que le SEN observe depuis un certain temps par rapport à ses prises de parole est un comportement qui lui a été imposé par sa famille politique. Il a fait savoir qu'au niveau des FCBE, les véritables adversaires sur le plan politique pour le compte des élections à venir, ce sont les partis Bloc républicain BR, Union progressiste de renouveau UPR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Tous les 7 ne peuvent pas avoir les 10%, a fait savoir El Farouk Soumanou. Au regard de son expérience politique, pour lui, il n'y aura pas plus de 4 formations politiques qui vont partager les sièges pour le compte de la 9e législature. Il a eu à partager avec nous le discours qu'ils vont tenir, ou qu'ils tiennent déjà d'ailleurs même, avec les populations, notamment en cette période de pré-campagne. Lorsqu'il a été interrogé sur le discours sur l'état de la nation, il a dit qu'il fait mienne, pour ne pas dire fait sienne, les propos du chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national de FCBE. Pour lui, le discours est un discours politique favorisant les partis de la mouvance. Par rapport à l'augmentation des salaires, il reste sceptique par rapport à cela. Il a dit
avec nous ce qu'il pense de la gouvernance du président Patrice Talon. Il salue la réforme du système partisan. Il déplore la transhumance politique qui se fait montre de plus en plus depuis un certain temps. Il fait savoir qu'ils veulent aller au Parlement pour mieux contrôler l'action gouvernementale. Ils ne sont pas inquiets pour l'obtention des 10%. Ils seront présents au Parlement, a rassuré Farouk Soumanou. FCBE est craint, nous l'a-t-il fait savoir, car le parti n'utilise pas l'effigie de quelqu'un. C'est-à-dire quand on est de la mouvance, on utilise l'effigie du président Talon. Lorsqu'on est de les démocrates, l'effigie du président Bouniaï. Il fait savoir qu'eux n'utilisent aucune effigie pour pouvoir battre campagne, car ils jouissent d'un électorat. Ils souhaitent la libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvor. En fin d'émission, il a lancé un appel aux partis d'opposition à l'effet d'être unis contre la mouvance. Il a fait savoir que FCBE mène une opposition douce et intelligente. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Vous avez été parfait. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Vous êtes le deuxième secrétaire exécutif national adjoint de la dite formation politique. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la 13e circonscription électorale sous l'ancien régime, celui de l'ancien président Thomas Bouniaï. Vous avez été directeur adjoint de l'Office de gestion des stades du Bénin au JSB. Vous avez été directeur général du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des sports sous le régime de l'ancien président Mathieu Kérékou. Personnellement, vous avez été chef de cabinet civil. Merci une fois encore et j'espère qu'on vous verra incessamment dans les jours à venir. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.